Une journée de travail qui finit tard. Et une table qui s'impatiente, pas de panique. Au fond d'un placard, une alliée fidèle la conserve. Fruits, légumes, poissons, plats en tout genre, c'est un moyen efficace de cuisiner rapidement des produits variés été comme hiver. Il y a encore une génération, tout le monde faisait ses conserves. Alors nous allons vous apprendre à les faire vous-même. Comment les rendre bien hermétiques, quelles sont leurs qualités nutritionnelles. E égale M6 vous dévoile les secrets de ce produit phare de notre patrimoine culinaire. Car la conserve est française, on la doit à Nicolas Appert. Il y a 200 ans, cet inventeur de génie révolutionne le monde alimentaire. Son idée, mettre des aliments dans un bocal hermétique et faire subir à celui-ci une cuisson à plus de 100 degrés. Stérilisé par la chaleur, l'aliment peut être consommé pendant des mois, voire des années. Le procédé de Nicolas Appert va rapidement faire recette sous le nom d'appertisation. Et d'abord, pour comprendre pourquoi un aliment en conserve est un aliment sain, direction Avignon au Centre technique de la conservation. Première question, comment marche exactement l'appertisation, autrement dit la stérilisation? Alors, l'appertisation, c'est un traitement de l'aliment par la chaleur qui va donc détruire les micro-organismes et leurs toxines et les enzymes. Et tout cela dans un récipient étanche, un bocal, une boîte métallique. Et cet emballage étanche va éviter toute recontamination ultérieure. En conserve, les aliments sont donc préservés. Mais qu'en est-il de leur qualité nutritionnelle? Pour les déterminer, Elisabeth Pailleux réalise une expérience étonnante. Parer la vitamine C de haricots cueillis il y a 5 jours et de haricots en conserve. Chaque échantillon est broyé puis dilué afin d'en extraire la vitamine C. Verdict? Sur la courbe en haut, on a les haricots verts frais, ici les haricots verts en conserve. Si on superpose les deux courbes, on voit bien à l'écran qu'on a une différence très faible, de l'ordre de 5%, entre les haricots verts frais stockés 5 jours et les haricots verts en conserve. Haricots frais et haricots en conserve ont donc sensiblement la même teneur en vitamine C. Surprenant, mais logique. En fait, entre la cueillette, le transport, le stockage au marché puis au frigo, un aliment frais va perdre beaucoup de vitamine C. Pour la conserve, la perte en vitamines va être brutale lors de l'appertisation. Mais après, cette quantité va rester stable au moins 4 ans. Et il n'y a pas que sur les vitamines que la conserve sait se défendre. Les protéines, les lipides, les glucides ne sont pas du tout sensibles à la chaleur, donc on va avoir des quantités équivalentes. Donc globalement, la qualité nutritionnelle dans son ensemble, elle est très proche entre des aliments frais et des aliments en conserve. Et maintenant, passons aux travaux pratiques. Faire ses conserves, 2 solutions. Acheter des légumes frais au marché ou les cueillir comme Servane et ses enfants. Une solution aussi agréable qu'économie. Regarde tous les haricots qu'on a. Mais il ne faut pas traîner, car comme nous l'avons démontré, le temps entre la cueillette et la mise en conserve engendre une perte de vitamines pour les aliments. Direction la cuisine, mais attention, faire des conserves chez soi, c'est possible à condition de ne pas faire n'importe quoi. Mode d'emploi avec Elisabeth Pailleux. Alors, on peut tout à fait faire des conserves chez soi, des conserves de fruits et légumes, mais il y a des précautions à respecter, sinon on va pouvoir avoir des recontaminations et le produit pourrait être impropre à la consommation. Première étape, bien choisir sa matière première. Que ce soit des haricots verts, des carottes ou encore des petits pois, vos fruits et légumes doivent être parfaits. Ni trop mûrs, ni abîmés. Lavez-les avec soin. Deuxième étape cruciale, le blanchiment. Cette étape va permettre de stopper l'activité des enzymes. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va plonger les légumes délicatement dans une eau frémissante et on va les laisser 2 à 3 minutes. Et ça va vraiment stabiliser une première fois le produit, éviter qu'il s'abîme, qu'il brunisse par exemple. Troisième étape, les bocaux. Pot à couvercle, sans joint ou avec joint, le choix de l'emballage est primordial pour une conserve bien hermétique. Vous prenez quoi comme emballage pour vos conserves? Oh bah des pots comme ça, hein, comme pour les confitures. Erreur! Une conserve n'est pas une confiture. L'emballage 100% étanche, c'est le bocal à joint. Et là encore, soyez vigilants. C'est un emballage qu'on va pouvoir réutiliser, notamment le bocal, mais il faut faire très attention
au joint. Par exemple, sur cet emballage, on voit très bien que le joint il a déjà servi et qu'il est très usé. Donc on ne va pas pouvoir le réutiliser pour refaire une production de conserve. Nettoyez vos bocaux et remplissez-les. Pour le goût, ajoutez-y un peu de sel pour les légumes, un peu de sucre pour les fruits. Versez de l'eau chaude dans le bocal. Le niveau de l'eau doit se situer à 1 cm du bord. Passons maintenant à l'étape cruciale, l'apertisation. Placez vos bocaux dans un autocuiseur, c'est le seul appareil assurant une température supérieure à 100 degrés. Il faut 2 heures pour des légumes, une demi-heure pour des fruits. Enfin, pour vérifier si la stérilisation a bien fonctionné, soulevez l'étrier, le couvercle doit rester fermé. Voilà, vos conserves sont terminées. Sachez quand même qu'une conserve domestique n'a pas la garantie sanitaire d'une conserve industrielle. Il est donc préférable de la consommer dans l'année. Préparée chez vous ou achetée en grande surface, la conserve n'est pas toujours réputée pour sa saveur. Pourtant, un chef étoilé va nous montrer qu'avec de petites boîtes, on peut faire de grandes assiettes. Sardines en boîte, un thon en boîte. On peut vraiment rigoler et s'amuser en utilisant des conserves et en les cuisinant. La preuve, le chef a imaginé un menu de choix à partir de 2 conserves. Le thon en boîte, c'est pas seulement une entrée, mais ça peut aussi être un plat. À condition d'y ajouter quelques ingrédients. Le chef fait revenir du thon au naturel en conserve dans du beurre avec des tomates. Il étale dans l'assiette de fines couches d'aubergines et il superpose le tout. C'est un jeu d'enfant. Il termine avec une pointe de mozzarella et le tour est joué. Le thon en conserve s'est transformé en délicieux millefeuille coloré. C'est beau ça, on pourrait presque le mettre à la carte. Hein? Et pour le dessert, des ananas en boîte. Vous allez le voir, c'est encore plus simple à réaliser. Voilà les ananas. Le chef fait revenir les ananas dans du beurre. Il ajoute une crème fouettée et une sauce au chocolat. Voilà, les ananas au chocolat et à la crème fouettée. Vous savez maintenant comment épater vos convives avec de simples boîtes de conserve. À Villejuif, en région parisienne, Olivia et Morgane mangeraient bien de ces petits fruits. Sauf qu'il y a un problème. Ils sont tout pourris ces fruits. Non mais pourquoi ils sont pourris? Bah je sais pas, c'est peut-être le sucre qui a moisi un peu à l'intérieur. On dirait qu'il y a des champignons. C'est tout marron. Un peu de blanc. Mais savez-vous les filles qu'il est possible de conserver ces fruits très longtemps? À votre avis, comment? En les cuisant? Peut-être les mettre au frigo. Ou les couvrir pour éviter les bêtes. Tout le monde le sait, les fruits pourrissent plus ou moins vite. Mais si on les transforme en confiture, en pâte de fruits ou en fruits confits, ça change tout. Leur point commun, c'est un ingrédient au pouvoir extraordinaire, le sucre. Pour observer de plus près ce qu'il est capable de faire, nous proposons à Olivia et Morgane une expérience très simple. Mettre dans des bocaux des morceaux de pommes, certains sans sucre et d'autres avec du sucre. Donc maintenant, faut qu'on laisse pourrir pour voir ce que ça donne. Oui. Les mélanges sont laissés à l'air libre et 3 semaines plus tard, regardons ce qu'il s'est passé. Ah, regarde celui-là. On dirait des morceaux de poulet. Regarde, on dirait qu'il y a une toile d'araignée. C'est dégueu. Il y a des poils. Des poils gris. Mais c'est pas très appétissant. Les pommes non sucrées sont en effet, comment dire, méconnaissables. Tandis que les pommes recouvertes de sucre n'ont pas trop changé d'aspect. Alors que s'est-il passé? Pour le découvrir, direction Nantes. Les filles apportent leurs échantillons à Catherine Renard, spécialiste de la transformation des aliments à l'INRA. Donc ce que je vais vous proposer, c'est d'aller regarder ce qui a poussé sur vos pommes qui n'ont pas eu de sucre. Notre chercheuse prélève une partie des morceaux de pommes sans sucre pour les observer à l'aide de ce microscope. Donc là, ce qu'on voit, c'est le morceau de pomme sans sucre. Et donc si vous regardez là sur l'écran, on voit bien, là on a le morceau de pomme en fait. Et autour, là, vous voyez les filaments du champignon. Un champignon a donc attaqué les morceaux sans sucre. Mais comment est-il arrivé là? C'est des moisissures qui sont présentes dans l'air ambiant. Vous allez avoir une spore du champignon, de la moisissure, qui tombe sur la pomme et qui trouve un milieu favorable. Donc elle va se multiplier, elle va croître. Et puis au bout d'une dizaine de jours, on commence à avoir une tache
que nous, les humains, on peut voir à l'œil. D'autres micro-organismes, des bactéries et des levures, invisibles à l'œil nu, se sont également développés. Et nos mélanges sucrés alors? Pourquoi ont-ils été épargnés par la moisissure? En fait, le sucre empêche les moisissures et d'ailleurs les autres micro-organismes de pousser parce qu'il capte l'eau. Il diminue ce que l'on appelle l'activité de l'eau. Et du coup, pour les bactéries, pour les levures ou pour les moisissures, il n'y a plus d'eau. Elles peuvent plus pousser. Pour se développer, les bactéries ont besoin d'un milieu humide, d'une température ambiante et du sucre des fruits dont elles se nourrissent. En effet, dans un fruit nature, il y a beaucoup d'eau et un peu de sucre. Mais à partir du moment où le sucre est majoritaire, il vide les fruits de leur eau. Or, sans eau, les micro-organismes ne peuvent pas se développer. Le fruit conservé dans du sucre devient alors un milieu hostile. Pour augmenter ce processus, il y a une opération indispensable, la cuisson. C'est l'autre point commun entre nos confitures et nos pâtes de fruits. En fait, on les fait cuire de façon à faciliter la pénétration du sucre. Dans ce cadre-là, la cuisson, elle sert essentiellement à éliminer l'eau et à changer la texture. Vous voulez voir ce qu'il se passe exactement quand une bactérie essaie d'attaquer nos confitures? Alors suivons Olivia et Morgane à la Sorbonne, au laboratoire de Véronique Père, chimiste. Elle a préparé une expérience toute simple qui va vous bluffer. Je vais vous proposer une expérience où on va essayer de voir ce qui se passe avec les bactéries. Je vais remplir cette membrane avec de l'eau dans laquelle j'ai mis du colorant. Cette membrane, elle va représenter une bactérie. Une bactérie, c'est composé d'une membrane qui est l'enveloppe de la bactérie. Et puis à l'intérieur, il y a de l'eau et puis des petites douces molécules. Regardez, voici une maquette géante d'une bactérie avec sa membrane très fine. En mélangeant de l'eau et du sucre, notre chimiste recrée le milieu dans lequel sont préparées nos confitures. Donc là, maintenant, je vais plonger ma fausse bactérie dans l'eau sucrée et on va voir ce qui se passe, d'accord? 2 heures plus tard... Donc, qu'est-ce que vous remarquez? L'eau est devenue verte. Oui, exactement. L'eau est devenue verte, premier point. Et si on sort la bactérie... La bactérie, elle est devenue plus petite. Exactement. Qu'est-ce qui a pu se passer à ce moment-là? L'eau, elle a traversé la membrane. Oui, c'est ça. L'eau, elle a traversé la membrane. Pourquoi? Parce qu'à l'extérieur, on a mis beaucoup de sucre. Et le sucre, il attire l'eau qui est dans la bactérie. Et en faisant ça, ça déshydrate la bactérie et la bactérie, elle meurt. Donc ce passage de l'eau à travers la membrane attirée par le sucre, c'est ce qu'on appelle le phénomène d'osmose. Mais quelle quantité de sucre faut-il ajouter pour que ça marche? Réponse de notre spécialiste de la transformation des aliments, Catherine Renard. On considère que pour qu'une confiture soit stable, vraiment stable, il faut arriver à 60% de sucre. Ces 60% de sucre, c'est le sucre qu'on va rajouter et c'est le sucre qui est présent dans les fruits. Souvenez-vous, un fruit nature est composé en moyenne de 20% de sucre et 80% d'eau et de fibres. Pour une confiture, ce ratio doit passer à 60% de sucre pour 40% d'eau et de fibres. Du sucre et une cuisson, voilà le secret de la longévité de nos gourmandises préférées. La confiture se conserve de 3 à 5 ans et pour les pâtes de fruits et les fruits confits, de 6 mois à 1 an. Et les fruits au sirop alors, est-ce le même procédé de conservation? C'est des produits qui ne se conservent pas à cause de la teneur en sucre, ils se conservent parce qu'ils sont enfermés hermétiquement dans une boîte et que l'on a exercé un traitement thermique qui a tué tous les micro-organismes présents. Quant au sirop légèrement sucré qu'on ajoute dans la boîte, il permet simplement aux fruits de garder leur texture. Vous l'aurez compris, mélangé aux aliments lors de la cuisson, le sucre capte l'eau de nos fruits et empêche ainsi les micro-organismes de s'y développer. Le sucre n'est pas sans effet sur la santé, mais il vous permet de garder le plaisir des fruits à tout moment de l'année, avec modération bien sûr. Les beaux jours sont là et les fruits d'été arrivent sur les étals. Bonjour mesdames. Nectarines, pêches, abricots, fraises, melons. On adore leur goût sucré et parfumé, mais savons-nous les choisir comme il faut? Et surtout, pourquoi sommes-nous souvent déçus?
Des fruits trop verts, trop durs ou au contraire déjà trop mûrs? E égale M6 va vous révéler le secret pour des fruits mûrs et délicieux. Car ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que les fruits se distinguent en 2 catégories. Ceux qui continuent leur maturation même après cueillette et ceux qui cessent de mûrir et commencent à pourrir. Pour bien les différencier, direction l'INRA, où l'on étudie de près le processus de maturation des fruits. Quand un fruit mûrit, il devient plus sucré et développe ses arômes grâce à une hormone végétale produite par le fruit, l'éthylène. Pour savoir quels sont les fruits qui continuent de mûrir une fois que vous les avez achetés, il faut donc vérifier s'ils produisent encore ce fameux éthylène. Commençons par le fruit d'été préféré des Français, la pêche. Je vais mettre les fruits dans les bocaux, je vais les enfermer dans les bocaux, et puis au bout d'une heure, on va aller prélever l'air qu'il y a dans le bocal pour voir s'il y a production d'éthylène ou pas. Au bout de 40 secondes, on va voir apparaître le pic de l'éthylène. Le gros pic, c'est le pic d'éthylène. La pêche produit donc énormément d'éthylène, ce qui signifie qu'elle continue à mûrir après sa cueillette, tout comme les nectarines, le melon et l'abricot. Du coup, pour choisir ces fruits chez le marchand, vous ne risquez rien à les prendre trop verts. Ils finiront par mûrir. Si vous souhaitez les déguster tout de suite, voici les conseils des pros. On commence par les pêches. S'il vous plaît, comment je choisis mes pêches? Pour choisir une pêche, il faut que la pêche soit un peu souple au toucher. Bon, la couleur, ça ne change rien, puisqu'il y a des variétés de pêche qui peuvent être très claires et quand même qui vont être très bien en maturité. Et pour des abricots à consommer tout de suite... Je crois que j'ai celui-là. Bon, l'abricot, c'est pas la peine de le sentir. Par contre, il faut voir un peu la couleur, quand il est un peu coloré et souple au toucher. Le melon, lequel vous me conseillez? Alors, pour choisir le melon, donc il faut qu'il soit bien lourd. Après, il faut voir un peu le pédoncule, quand le pédoncule est un peu craquelé. Aussi un petit peu par rapport au parfum, quand il est un petit peu parfumé. Récapitulatif. Une pêche à manger tout de suite doit être souple au toucher. L'odeur, la couleur et les marbrures ne changent rien à la qualité. En revanche, pour un abricot déjà mûr, il faut qu'il soit jaune-orangé, voire rouge. Un melon à consommer tout de suite doit sentir bon et peser lourd. La présence d'une craquelure, voire d'un détachement du pédoncule, confirme que le melon est à point. Retour à l'INRA pour découvrir quels sont les fruits qui doivent être achetés déjà mûrs car ils ne terminent pas leur maturation après cueillette. Regardez la courbe illustrant l'éthylène produit par la prune. Elle est quasiment plate. La prune ne mûrira plus, elle pourrira directement. C'est aussi le cas des cerises et des fraises. Du coup, pour les choisir, soyez vigilants. Pas question de les acheter verts. Je voudrais également des fraises. Celles-ci sont un peu plus pâles. Est-ce qu'elles sont moins bonnes que les autres qui sont plus colorées? Non, pas forcément. Il y a certaines variétés qui sont plus pâles. D'autres plus foncées. Le principal, c'est surtout qu'elle soit avec le pédoncule bien vert. La fraise doit donc avoir un pédoncule vert et elle doit être d'un rouge uni. Désormais, vous savez qu'il existe 2 catégories de fruits et comment bien les choisir. Mais une fois rentré chez soi, comment bien conserver nos fruits d'été? Car nous faisons tous les mêmes erreurs, comme par exemple pour conserver le melon. Bon, le melon, Sylvie, donc c'est pas la peine de le mettre au frigidaire. Vous pouvez le laisser à température ambiante, 2-3 jours. D'autre part, les nectarines, c'est pareil, elles sont pas très mûres. Donc vous pouvez aussi les laisser à température ambiante quelques jours pour qu'elles finissent de mûrir. Alors par contre, les fraises, à moins que vous les mangiez tout de suite, ce midi, sinon c'est préférable de les mettre frais pour les consommer demain, après-demain ou plus tard. Pour les fruits qui continuent à mûrir, laissez-les sur une coupelle dans votre cuisine. Achetés verts, ils mettront jusqu'à 1 semaine pour être à point. A l'inverse, les fruits qui cessent de mûrir, comme la fraise, la cerise ou les prunes, se conserveront 24 à 48 heures au frais. Et écoutez bien, cet été, vous allez pouvoir vous délecter d'un nouveau fruit. Thierry Pascal, chercheur en génétique et amélioration des plantes à l'INRA, nous explique qu'il existe des modes, même dans les fruits. La tendance, c'est d'aller vers des fruits à peau lisse. Notamment les jeunes consomment beaucoup plus facilement. La grande tendance, c'est les nectarines plutôt que les pêches. Et les chercheurs ont réalisé des croisements entre des pêches plates et des nectarines rondes. Cela a donné naissance à la nectarine plate. Ce type de fruit cumule cette forme plate, plus facile donc à mettre en bouche. On ne se met plus du jus partout. Et également cette chair douce. Voilà, maintenant régalez-vous avec des fruits pleins de soleil. Et profitez-en, car la saison des fruits d'été ne dure que 3 mois.